Dans cet épisode de Mythbusters, on ne fait pas les choses à moitié. L'équipe explore 4 de vos mythes préférés au-delà du possible. La croix dans le ciel, c'est notre cible. Tout d'abord, Adam et Jamie parviendront-ils à confectionner une arme avec un chauffe-eau? C'est ce qu'il y a de plus drôle à faire exploser, les chauffe-eau. Puis, nous verrons qu'une pelleteuse peut faire bien plus que de creuser le sol. Je m'appelle Jamie Heineman et je vais utiliser une pelleteuse pour passer un fil dans le chat d'une aiguille. Oh, stop! Pendant ce temps, Tori, Grant et Carrie se lancent dans la fabrication d'une fusée Je crois qu'on a trouvé le bon concept. pour déterminer si les feux d'artifice peuvent vraiment faire voler un homme. Veuillez garder les mains à l'intérieur du véhicule pendant la durée du vol. Et pour finir, l'équipe teste à nouveau le mythe de l'oiseau sur le capot, mais cette fois avec plus de bling, Il ne nous manque plus qu'un top modèle. en tentant de déterminer si une voiture plus longue suffit à vérifier le mythe. Regarde! Les roues arrière touchent plus le sol! Qui sont les Mythbusters? Adam Savage De la nourriture cuisinée au C4. et Jamie Heineman. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Carrie Byron, Exactement ce qu'il nous faut. Tori Bellecci On n'a droit qu'à un seul essai. et Grant Imahara. Ça a très bien fonctionné. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Soyez prêts, parce que dans Mythbusters, la revanche est aussi un plat qui se mange chaud. La vengeance du mythe, en quoi ça consiste? Dans cet épisode, on met en pratique des suggestions de nos fans concernant nos précédentes expériences. Pas nécessairement parce qu'elles n'ont pas fonctionné, mais parce qu'ils ont trouvé comment les pousser encore plus loin, placer la barre encore plus haut. Par exemple, Les chauffe-eau. Nos fans adorent lorsqu'on en fait exploser. Ils ont constaté qu'ils devenaient de superbes fusées lorsqu'ils sont à la verticale. Maintenant, ils veulent découvrir ce qui se passe lorsqu'on les positionne à l'horizontale. Est-ce qu'on peut utiliser un chauffe-eau comme canon? j'aime cette idée. Tout ce qu'on a à faire, c'est en placer un sur le site des explosions, l'attacher solidement, tirer sur une cible et voir l'étendue des dégâts. C'est exactement ce à quoi j'ai pensé. Depuis le tout premier réservoir transformé en fusée, les fans de Mythbusters sont devenus grands amateurs de chauffe-eau. Voici leur nouvelle requête. Si au lieu d'un lancement vertical, on positionne le chauffe-eau à l'horizontale, peut-on vraiment en faire un canon? Pour le découvrir, l'équipe se rend sur le site des explosions équipée de leur arme favorite. Comment est-ce qu'on l'installe cette fois? Si nos fans veulent voir un chauffe-eau se transformer en canon, il faut qu'il soit en position horizontale. Si on le fait sauter en position horizontale, je crois vraiment qu'on devrait tirer sur quelque chose. Ok, je te laisse trouver une cible. Moi, je vais préparer le chauffe-eau. Je sens que ça va être super. Les tâches sont soigneusement réparties dans ce projet qui voit Jamie aux prises avec l'engin explosif sous pression. On a fait d'autres expériences avec des chauffe-eau. On a appris quelques règles. La plus importante, c'est de toujours avoir la possibilité de tout interrompre. Je crois qu'on perd de la pression, mais on ne sait pas où. Il faut tout arrêter. Très bien, j'ouvre la vanne. Parfois, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Pour ces cas-là, on dispose d'une vanne qu'on peut ouvrir pour réduire la pression du réservoir. La deuxième mesure de sûreté, c'est l'installation de ces capteurs qui mesurent la pression. On sait à chaque instant ce qui se passe dans le réservoir. On ne s'en approche pas à moins que les capteurs indiquent 0 ou que la vanne soit ouverte. Voilà pour le canon. Voici maintenant notre cible. Adam a tout ce qu'il faut dans la camionnette. Je sais qu'elle est grosse et toute rouge. Impossible qu'on la manque, mais ça n'empêche pas de faire une cible. C'est joli, les cibles. La cible prend forme. Il ne reste plus qu'à charger le canon, ce qui, dans notre cas, implique de verser 130 litres d'eau dans le réservoir. C'est ce qu'il y a de plus drôle à faire exploser, les chauffe-eau. Et pour terminer, on fixe le chauffe-eau au sol à coups de masse. On est bon. À l'aide d'un mini bulldozer placé à l'arrière pour contenir le canon au cas où, le chauffe-eau est mis sous tension. Il est en train de chauffer, n'est-ce pas? Ouais. Je l'entends d'ici. Ici commence son voyage destructeur. Je vais maintenant vous expliquer ce qui va se produire. En fait, je crois que c'est assez évident ce qui va se produire. Mon travail est terminé.
Et pour vous à la maison qui vous inquiétez de savoir si votre chauffe-eau pourrait lui aussi se transformer en canon, voilà de quoi vous rassurer quelque peu. Pourquoi cela ne se produit pas habituellement dans votre maison? Tout simplement parce que les chauffe-eau sont conçus pour l'éviter. Je vous explique. Pour commencer, l'arrivée et la sortie de l'eau ne sont jamais bloquées, ce qui permet une évacuation possible en cas de surpression. Deuxièmement, il existe un thermostat qui, lorsque la température à l'intérieur du réservoir devient trop importante, coupe le courant aux 2 points de chauffage, jusqu'à ce que l'eau ait refroidi. Troisièmement, et le plus important, lorsqu'on installe un chauffe-eau, il faut l'équiper d'une soupape de sécurité. Lorsque la pression dans le réservoir est trop importante, on entend un pshhh, alors que l'eau est évacuée du chauffe-eau, ce qui réduit la pression dans le réservoir. Bien entendu, les Mythbusters ont empêché l'activation de toutes ces fonctions de sécurité. Pour cette raison, ils doivent maintenant se réfugier dans leur bunker. Il ne reste plus qu'à attendre. On est à la moitié de la pression désirée, soit un peu plus de 10 bars. J'adore cette étape. C'est insoutenable. On a atteint 11 bars. Leurs expériences passées ont enseigné à Adam et Jamie que l'explosion ne se produit que lorsque la pression approche des 21 bars. Et 40 minutes plus tard, 21 bars. ils sont dans la zone dangereuse. C'était dément! On peut le dire. Je m'attendais pas du tout à ce que la camionnette bascule, j'aurais même parié le contraire. On a aussi déplacé le mini bulldozer. La puissance du canon a littéralement fait exploser la camionnette. Une inspection minutieuse des dégâts révèle à quel point leur arme est dangereuse. J'ai trouvé notre projectile. C'est le renfort métallique du fond du réservoir du chauffe-eau. Et ça, oh, c'est chaud. C'est le fond du réservoir lui-même. Des débris ont été projetés dans tous les coins. Ça, c'était le pare-brise. Mission accomplie. Cette expérience a donné une idée à Adam et Jamie. L'explosion a fait basculer la camionnette qui pèse plus de 2 tonnes. J'aurais pas imaginé ça. Notre mini bulldozer pèse plus de 2 tonnes et demie et les roues avant ont décollé du sol. Et il y a sûrement une tonne de débris là-dessous. Il a donc déplacé plus de 5 tonnes simplement avec de l'eau bouillante. Plutôt efficace comme canon. Ouais, mais à vrai dire, je pense qu'on peut faire encore mieux. Je crois que t'as raison. Et maintenant, le passé nous revient en pleine face. Très bien, de quoi s'agit-il? Vous vous souvenez de l'homme feu d'artifice, n'est-ce pas? Oui, c'est l'un de nos plus beaux mythes. Préparez-vous pour l'homme feu d'artifice 2, parce que nos fans veulent qu'on renouvelle l'expérience. Pour voir si on peut faire un décollage réussi? Tout à fait. L'homme feu d'artifice raconte l'histoire d'un artificier du dimanche qui a fait un vol de 45 mètres grâce à 500 feux d'artifice. Mais lorsque Carrie, Tori et Grant ont mis le mythe à l'épreuve, la version miniature de l'expérience n'était pas vraiment concluante. Et l'expérience en taille réelle était encore pire. Mais les fans veulent de nouveau tenter l'aventure. Notre public était déçu par notre première tentative de vol. Ils affirment qu'en affinant un peu le procédé, nous aurions accompli l'exploit des 45 mètres. Certes, mais n'oublions pas que ce gars est censé avoir conçu le système dans son garage. Il n'est pas question d'un super système en fibre de carbone aérodynamique. Oui, mais c'est ce que veulent nos fans. Cette fois, ils veulent quelque chose d'un peu plus travaillé. Très bien, je suggère de trouver ce qui n'allait pas dans notre ancien modèle, de le corriger en miniature avant d'essayer à grande échelle. Mais cette fois, on va avoir besoin d'un peu de science de haut vol. La NASA? Ouais. La première étape dans la mise au point du second volet de l'homme feu d'artifice est de déterminer ce qui n'a pas fonctionné. Grant a déjà trouvé la solution. La première fois, on a rencontré 2 problèmes distincts. Premièrement, la courbure de la planche de surf a créé de la portance, ce qui a occasionné un départ prématuré de la rampe de décollage. Le second problème concerne le centre de gravité de Buster. On a cette ligne ici, qui est au-dessus du centre de poussée, et cette ligne-là. Pour une stabilité optimale, ces 2 lignes devraient être confondues.
Elle devrait l'être en effet. Et parce que la poussée et le centre de gravité n'étaient pas en phase, la propulsion ne pouvait que mal se terminer. Ajoutez à cela la planche incurvée qui cause un décollage prématuré, et ce n'est pas étonnant que l'expérience ait fini à l'eau. Mais quelle est donc la solution ? Afin de pallier à ce problème, nous allons remplacer la planche de surf par une planche plate et déplacer Buster de sorte que son centre de gravité soit parfaitement aligné avec l'axe de propulsion. C'est à Tori que revient la tâche de mettre en place ces améliorations. Non seulement il va remédier à ces problèmes de déviation en vol, Oh, Tori, c'est incroyable! Merci, Carrie. mais il ajoute aussi quelques touches personnelles pour une meilleure stabilité. Voici donc les changements apportés. J'ai baissé le centre de gravité pour qu'il s'aligne avec l'axe de poussée. J'ai ajouté une forme conique sur l'avant pour plus d'aérodynamisme. J'ai aussi prévu de plus grands ailerons pour stabiliser l'ensemble. La dernière fois, nos ailerons étaient trop petits pour maintenir la trajectoire. Avec ce modèle réduit, on peut faire l'expérience dans la soufflerie pour tester l'aérodynamisme. La dernière fois, aucun test d'aérodynamisme n'a été effectué. Il s'est envolé, je crois. Cette fois, ils optent pour l'approche inverse, qui les amène vers une soufflerie de haute technologie appartenant à la NASA. On se croirait dans Men in Black. Une fois à l'intérieur, ils placent leur modèle sur son centre de gravité. Ça se présente vraiment bien. Si le modèle reste immobile une fois la soufflerie activée, cela signifie qu'il est stable. La moindre déviation les renvoie à la case départ. Très bien, on est paré. Ok, enclenchons la soufflerie et voyons ce qui se passe. Lâchez le vent! Sous le regard expert de Steve Smith, un vent de 50 nœuds est enclenché, mais leurs espoirs s'envolent. Il a l'air stable. Comme un roc! Attendez un instant. Oh non! C'est ce qui s'est produit la dernière fois. Bon, l'homme feu d'artifice n'est pas stable du tout. Les choses s'annoncent difficiles, car l'homme feu d'artifice oscille comme une girouette. Mais peut-être qu'avec les fusées dans l'autre sens... Ouais, c'est sûr. Une fois les gros ailerons fixés, il est temps de passer au second test. Et cette fois, la structure a l'air plus stable. Ça fonctionne. C'est bon signe. S'il est vraiment stable, on devrait pouvoir le dévier un peu et il devrait retrouver son orientation originale. Ouais, mais pas trop. Il est stable. Formidable! Je crois qu'on a trouvé le bon concept. Dans la revanche du canon à eau, Adam et Jamie ont fait mouche une première fois. C'était super. C'était très bon. Je suis d'accord, mais ce n'était pas un authentique canon avec un vrai boulet à l'intérieur. T'as raison. À quoi tu penses? Et si on plaçait le chauffe-eau dans une boîte métallique extrêmement solide montée d'un canon? Pour permettre à l'énergie de l'explosion du chauffe-eau dans le récipient de projeter le boulet de canon vers l'avant? C'est ça. Vous avez à présent vu le pouvoir incroyable du chauffe-eau en position horizontale. Et c'est pas banal. En fait, c'est plutôt épatant. Il a fait basculer une camionnette, déplacer un mini-bulldozer de près de 3 tonnes et 900 kilos de roues ferroviaires. Du coup, on se demande, et si on prenait toute cette énergie pour la concentrer et l'utiliser sur un point précis? Et c'est ce qu'on va faire. On va isoler le chauffe-eau dans de l'acier pour concentrer toute cette énergie dans un canon, et je crois qu'il sera tout à fait digne de ce nom. Le concept mis au point, il est temps de dire machine à vent, toute. C'est parti. Tout d'abord, Jamie pénètre dans le caisson destiné à contenir le chauffe-eau. C'est très confortable. Avec une paroi d'acier de plus d'1 centimètre d'épaisseur, il devrait être assez solide, mais Jamie ne veut prendre aucun risque. On a effectué 3 soudures épaisses au chalumeau de ce côté de la bride et on va répéter l'opération de l'autre côté. Ça peut sembler un peu exagéré, mais on a vu de quoi ces chauffe-eau étaient capables. Pendant ce temps, Adam vise depuis les 2 canons. Pour le canon, je vais utiliser 2 épais tuyaux de 6 mètres de long. Très bien. Ces 12 mètres de longueur devraient donner assez de temps au boulet pour être projeté à toute vitesse. La voie est libre. Il faut employer au mieux toute la puissance de notre canon. En effet, après une peinture de 12 mètres de long, Adam a enfin terminé son prototype. Je le trouve très beau, pas vous? Il ne reste plus qu'un élément pour Jamie, dont la fonction est de retenir le fond du réservoir.
On va placer notre chauffe-eau à l'intérieur de ce caisson métallique et attendre l'explosion. Lorsqu'il explosera, son fond, comme celui-ci, sera projeté vers l'avant du caisson. Et comme on doit éviter de boucher le trou qui permet l'entrée de la vapeur dans le canon, on a donc besoin d'une plaque en acier lourd à l'extrémité du caisson pour que le fond pivote et laisse la vapeur circuler au-dessus et autour de sa surface, à l'intérieur du canon, sans aucun obstacle. Enfin, en principe. C'est une bonne idée, en théorie. Fonctionnera-t-elle dans la pratique? Nous voilà de retour au site des explosions, mais le canon à vapeur devra attendre. Avant toute chose, il nous faut un point de comparaison. Avant de tester notre canon à vapeur, il nous faut un élément de comparaison. On s'est donc procuré un véritable canon traditionnel datant de la guerre de sécession, répondant au nom de Old Moses. Il ne nous manque plus qu'une cible. Et c'est une chose à laquelle Adam a déjà pensé. Voici notre cible. 4 palettes de parpaing. On espère que le béton aura assez de résistance pour stopper le boulet de canon sur sa route, avant la dernière pile pour avoir une distance de comparaison afin de déterminer la puissance délivrée par le canon. Si par hasard le boulet de canon traversait les 4 piles de parpaing, nous en avons une 5e, remplie de sable, qui ne manquera pas de l'arrêter. Ok, ceci n'est pas un exercice. Boulet de canon, point de comparaison. 3, 2, 1. J'y vois rien. Qu'est-ce qui vient de se produire? Il a frappé les parpaings. C'était un tir direct. Mais ce qui importe vraiment ici, ce n'est pas la précision, mais le nombre de parpaings détruits. C'est le point de référence à partir duquel sera évalué le canon à vapeur. Après examen des dégâts... Le voilà, je le tiens. Ouais, le voilà. Le nombre de parpaings détruits est tout à fait honorable. Alors, verdict? 11 rangées traversées, 37 parpaings détruits et 23 renversés. Ça me paraît un bon objectif de départ. Ouais, voyons maintenant ce que fera le canon à vapeur. Dans la soufflerie de la NASA, Lâchez le vent! le nouvel homme feu d'artifice prend son envol. Je crois qu'on a trouvé le bon concept. Car lors du test comparatif de stabilité, la version 2.0 a surpassé leur création première. C'est incroyable! L'équipe se rend maintenant au milieu de nulle part pour son vol d'essai en miniature. Nous y voilà. Prêt pour la science. Je suis vraiment heureux de refaire l'homme feu d'artifice. On va maintenant tester notre homme feu d'artifice miniature. On l'a pour l'instant emmené à la NASA pour en faire un modèle plus aérodynamique avant de le lancer à travers le désert. Très bien, notre modèle réduit est bien attaché. Ok, c'est parti. Tous à couvert. L'homme feu d'artifice, 3, 2, 1... Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait pas qu'il a volé très loin. C'était très différent en soufflerie. Regardons au moins la vidéo pour voir ce qui s'est passé. Tout ce qu'on va y voir, c'est qu'il est tombé au sol immédiatement. Oui, c'est probable. Ce n'est pas le lancement qu'ils espéraient. Mais les Mythbusters n'abandonnent pas si facilement. Nous avons réinstallé le dispositif avec quelques ajustements concernant le poids et l'équilibre. On espère cette fois qu'il volera loin. Très bien, on est prêt à procéder au lancement. Ok, c'est parti. L'homme feu d'artifice miniature, 3, 2, 1... Il est dans les airs. Magnifique! Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est un lancement réussi. Il a été projeté à presque 100 mètres du sol. Et je pense qu'il a parcouru au moins 45 mètres de distance. Il n'était pas parfaitement stable dans sa trajectoire, mais c'est un bon début. Ouais, je crois qu'il est temps de le lancer en taille réelle. Hurrah! Ouais, hurrah! Ce lancer a été un franc succès. Maintenant, c'est au tour de son grand frère de prendre son envol. Un grand frère qui va lui aussi voler à l'aide de feux d'artifice. Mais va-t-il aussi voler droit? Ça va marcher. De retour à l'atelier, l'heure est à la confection. Tori est chargé du véhicule en taille réelle, terminé par ses larges ailerons en bois. Ça devrait tenir.
et une cabine passager inspirée d'une civière. Pendant ce temps, Grant donne un coup de neuf à la rampe. Notre premier essai a rencontré un petit problème. Nous avions un chariot portant notre navette jusqu'au bout de la rampe. Mais il s'en est séparé trop tôt. Ça ne se reproduira pas cette fois, parce que nous avons éliminé le chariot pour intégrer nos roues directement sur notre véhicule. Il va se déplacer le long de la rampe. Lorsqu'il atteindra l'extrémité, il devrait avoir pris suffisamment de vitesse pour que les ailerons prennent le relais et assurent une trajectoire stable. Voilà pour la théorie. Après une journée de construction intense, le moment est presque venu de la mettre en pratique. Mais pour commencer, le test crucial de la rampe. C'est génial! Et bien sûr, la touche finale unique de l'équipe MythBusters. C'est la plus belle fusée qui soit. Il est maintenant temps de se rendre Ça va être de la folie. à l'une des destinations les plus célèbres de MythBusters qui soit. Regarde un peu cette vue. Je crois que c'est parfait. On place la rampe à cet endroit. L'homme feu d'artifice sera lancé à travers la vallée. On peut pas trouver mieux. Tout d'abord, l'étape de l'installation. On commence par la rampe, qui une fois sortie du camion doit être élevée à un angle de lancer idéal de 50 degrés. Un peu plus. Stop. OK. Ça m'a l'air bon. Puis la rampe est fixée au sol afin qu'elle résiste à la puissance du décollage sans s'effondrer. Ça a l'air solide. Je crois que ça l'est. Allez, on va chercher l'homme feu d'artifice. Puis Buster revêt sa combinaison gagnante, Regardez ça. avant d'être attaché sur le siège. N'oubliez pas de garder les mains dans le véhicule pendant la durée du vol. Puis une dernière vérification pour l'équilibre, C'est bon? et il ne manque plus que les feux d'artifice. 500 au total. On va donc lancer l'homme feu d'artifice à l'aide de cette ligne de feu d'artifice géante. Ces fusées peuvent monter à plus de 300 mètres de haut, mais sans charge. Nous avons une charge de plus de 130 kg. Je vous rappelle qu'il ne brûle que 3 secondes. On espère que ce sera assez pour créer une poussée suffisante pour propulser l'homme feu d'artifice au-delà de la barre des 45 mètres qu'on espère dépasser. Ainsi, on pourra confirmer le mythe. Le nombre et le type de feu d'artifice est le même que lors de la première expérience. Le résultat, lui, sera-t-il différent? 1, 2, 3. Carrie pense que non. Nous avons amélioré notre homme feu d'artifice avec de plus grands ailerons. Nous l'avons équilibré. Le centre de poussée est confondu avec son centre de gravité. Nous avons amélioré le véhicule, nous avons amélioré la rampe. En réalité, j'ai le sentiment que les feux d'artifice peuvent tout à fait compenser le poids du véhicule qui va s'envoler droit et qui va aller loin. Ils sont sûrs de leur coup, La croix dans le ciel, c'est notre cible. mais prennent néanmoins les précautions nécessaires. Pour vous donner une idée du danger potentiel de cette expérience, on a dû faire appel à des experts en explosifs et en incendie, à la police, à la NASA et aux pompiers, parce que dans quelques minutes, on va se retrouver avec un homme volant, en feu ou même explosif au bout de cette rampe. Chez les MythBusters, on n'est jamais trop prudent. C'est on ne peut plus vrai. Lorsque chacun est allé se mettre en sécurité, l'expérience peut commencer. Vous êtes prêts? Je crois, oui. Ouais. C'est parti. 3, 2, 1. La vache! À l'extrême inverse de leur essai précédent, l'homme feu d'artifice a volé droit, sans détour, fidèle à toutes ses promesses, s'écrasant la tête la première 200 mètres plus bas. On n'aurait pas pu espérer un plus beau lancement. L'homme feu d'artifice était sur la rampe quand toutes les fusées se sont allumées en même temps. Il est allé jusqu'au bout de la rampe, en ligne droite, presque comme un missile, à plus de 45 mètres. Ce mythe devait être confirmé. C'était fantastique. On dirait que nos améliorations ont payé. Le vol était beaucoup plus stable et il est allé beaucoup plus loin. La physique de l'expérience est confirmée. La physique, oui. Mais pour être honnête, survivre à une chute de cette hauteur, même dans l'eau, est très peu probable. Confirmé, mais pas très malin. Confirmé quand même. Confirmé, mais dangereux. Ne faites pas ça chez vous, d'accord?
À la demande de nos fans, nous avons tenté de contrôler la puissance extrême d'un chauffe-eau lorsqu'il explose. Jusqu'ici, sans aucune modification à l'appareil, simplement placé à l'horizontale, il a fait basculer une camionnette de plus de 2 tonnes. Mais ce n'est pas suffisant pour nous. On veut fabriquer un véritable canon. Cette fois, on va fixer un chauffe-eau à l'intérieur d'un caisson d'acier avec un canon de pas moins de 11 mètres pour libérer le projectile. On a tiré avec un canon de la guerre de sécession pour avoir une idée de sa puissance moyenne. Et on espère faire encore mieux. Faire mieux que cette référence fixée au canon à poudre n'est pas une mince affaire. Mais si un canon en est capable, c'est bien celui-ci. À condition qu'il soit tout à fait opérationnel, bien entendu. Le montage requiert une bonne dose d'huile de coude, mais après quelques efforts, le canon est chargé. Coupe l'arrivée d'eau. Chargé et pointé sur la cible. Ce parpaing qui se trouve ici marque l'emplacement où Old Moses a tiré et où notre canon va lui aussi toucher la cible. Il est en train de chauffer en ce moment. Dans 1 heure environ, enfin, 1 heure pour moi, pour vous, ça ne prendra que 2 minutes. Dans 2 minutes, nous allons traverser au moins 1,5 bloc de parpaing. Ça, c'est en théorie. Malheureusement, 20 minutes plus tard pour Adam et 20 secondes pour vous, il y a un problème. Dans la série, on ne peut pas tout prévoir. Regardez notre canon là-bas. Vous voyez où sont tournées les rayures bleues et blancs? Un incendie vient de se déclarer de l'autre côté de la colline vers laquelle on va tirer. On doit interrompre le fonctionnement du chauffe-eau pour éviter de tirer sur un pompier. Comment voulez-vous prévoir une chose pareille? Ce n'est pas exactement le feu de la victoire qu'ils espéraient. Une fois les broussailles en feu sous contrôle, l'équipe fait à nouveau monter la pression. Attention tout le monde, la pression est à 10 bars. Vous ne pouvez plus quitter vos abris ni vous approcher du canon. La zone n'est plus sûre. Cette fois, la pression monte sans interruption. 14 bars. Tout se passe comme prévu. 15 bars. Jusqu'à 15 bars, où la pression cesse d'augmenter. Je ne comprends pas ce qui se passe. Avant de retomber. 12 bars. Alors que le réservoir atteint à nouveau une pression assez faible pour pouvoir être approché, ils n'ont pas d'autre choix que d'ouvrir la vanne de sécurité. Oh la vache. Et voilà. Et d'attendre que le réservoir se vide. Un arc-en-ciel. Pas vraiment le canon dévastateur qu'ils espéraient, mais on n'est jamais à l'abri d'un échec. Le premier essai a été un échec. On va réinstaller le matériel et faire un nouvel essai. Et maintenant, dans la vengeance du mythe, une nouvelle expérience démente. On fait quoi maintenant? L'oiseau sur le capot. Ah oui, c'est le mythe de l'oiseau qui se pose sur le capot d'une voiture en équilibre précaire et qui la fait chuter. Oui et non. Oui, c'est bien ce mythe, mais non, c'est impossible. Les fans le contestent? Non, mais ils ont une bonne suggestion qui, selon eux, peut porter l'expérience à son paroxysme. C'est-à-dire? Une limousine. C'est une bonne idée. Une limousine est plus longue qu'une voiture normale, ce qui implique que son extrémité avant est plus éloignée du point d'équilibre. Donc ça devrait être plus facile de la faire basculer. La dernière fois que l'équipe a mis ce mythe à l'épreuve, 2 pigeons, toujours rien. il a fallu tout un élevage de volailles pour que la voiture bascule. Mais plus le levier est long, moins le poids nécessaire à sa bascule est important. Les fans se sont donc demandé si une longue limousine peut basculer sous le poids d'un oiseau. Mais ce n'est pas tout. Attendez, les fans ne sont pas satisfaits de notre reproduction d'une falaise. Ils veulent voir la voiture tomber d'une véritable falaise. Donc ça exclut d'utiliser des oiseaux. On va en fabriquer des faux? Oui, et vu la masse nécessaire pour faire chuter la voiture la dernière fois, je vais devoir fabriquer l'oiseau volant le plus lourd du monde. Et dans le cas où ce gros oiseau ne suffirait pas, je vais fabriquer quelque chose qui nous permettra de libérer de grandes quantités de volatiles. C'est une bonne idée. C'est une drôle d'idée. Une idée comme il n'en tombe pas du ciel. Mais c'est ce que vont faire ces faux oiseaux. Puisqu'on passe à une voiture de gros calibre, il convient d'utiliser un oiseau de grande envergure tel que l'outarde Cori. C'est un oiseau originaire d'Afrique et l'un des plus gros oiseaux volants. Il pèse environ 18 kilos. Puisqu'on ne les trouve pas en Amérique du Nord, je dois en fabriquer un. J'ai ici un sac de sable qui pèse environ 18 kilos. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lui donner une apparence similaire à l'oiseau avant qu'on le lâche sur le capot de la limousine. En créant une réplique de l'oiseau volant le plus lourd au monde, Tori participe à la création du mythe.
Il n'a négligé aucun détail. Qu'est-ce que vous en dites? Dites bonjour à mon oiseau robot. L'automate de Tori a tout d'un véritable oiseau et même plus. C'est bien, Loutard de Cory. Mais il ne volera pas seul. Le défi qu'on s'est lancé consiste à placer une voiture plus longue au bord d'une falaise de 90 mètres de haut. On ne peut pas tendre la main et placer un oiseau à l'extrémité du capot. Il nous faut autre chose. Voilà mon idée. On installe une grue au-dessus de la falaise, ce qui nous permettra de placer notre oiseau en position sur le capot. Cette expérience ne fonctionnera pas forcément avec un seul oiseau. On doit donc être prêt à en utiliser plusieurs. Pour cette raison, j'ai pensé à fabriquer une sorte de porte-oiseau sur lequel on pourra en accrocher plusieurs. Et il sera suspendu à la grue, pile au-dessus du capot. À l'aide de cordes tendues jusqu'à nous, en sécurité sur la falaise, on pourra les faire descendre un à un pour voir combien d'oiseaux il faut pour que la voiture bascule. Voilà le plan. Et tandis que Grant utilise de l'acier et non du verre pour son lustre, Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! il est important d'ajouter que rien de tout cela n'est exagéré. Après tout, la dernière fois, Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça! il a fallu plus de 60 kilos pour déséquilibrer la voiture. Il est donc tout à fait approprié de se préparer à quelques améliorations. Voilà, j'ai terminé le porte-oiseau qui nous permettra de larguer jusqu'à 40 dindes sur le capot de la voiture. À raison de 11 kg par dinde, on est en mesure de larguer jusqu'à 450 kg de volatiles. C'est parti. Et d'une, et de deux. Simple comme bonjour. Avec leur cage à oiseaux ambulante, l'équipe des Mythbusters se rend dans le désert du Nouveau-Mexique avec classe. Il était temps qu'on nous donne un véhicule digne de ce nom. Je crois que c'est exactement ce qu'il nous faut pour notre expérience. On la pousse en bas de la falaise? C'est un peu dommage, vous croyez pas? Pas vraiment. Non. Ils n'ont qu'une limousine. Ils ne peuvent pas prendre le risque de la perdre avant même le début de l'expérience. Il leur faut d'abord trouver son point d'équilibre. Il nous faut trouver le point d'équilibre où la voiture reposera sur la falaise. Pour ça, il nous faut utiliser ce tuyau. Grâce à sa forme arrondie, on pourra déterminer le centre de gravité de la limousine et le repérer. Allez, place le repère. Puis, on va élever la limousine, la placer sur une dalle avant de trouver son point d'équilibre avec une précision tranchante. Ça se présente bien. C'est entre ces deux points que se trouve la zone idéale pour notre bascule. Incroyable. On dégote enfin une voiture de luxe et qu'est-ce qu'on en fait? On la jette du haut d'une falaise. À cet effet, on hisse la limousine jusqu'au bord de la falaise. Stop! On la place en équilibre sur le point déterminé au préalable. Je vous rappelle que tout repose sur le point d'équilibre. Plus la distance au point d'appui est grande, plus petit sera le poids nécessaire pour faire basculer le levier et faire tomber la voiture de la falaise. En effet, plus le levier est long, moins il faut de poids pour le faire bouger. Ça m'a l'air relativement en équilibre. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est parfait. Ouais. Très bien. Mais l'outard de Cory suffira-t-elle à rompre l'équilibre? La voiture est parfaitement en équilibre. On est sur le point de déposer notre oiseau géant. Un seul oiseau pour cette expérience. Je crois qu'on a toutes nos chances. Je pense que la voiture va basculer. Vous êtes prêts? Voici l'outard de Cory, l'oiseau le plus lourd qui soit, qui atterrit sur le capot de la limousine. C'est parti. Dans 5, 4, 3, 2, 1... Alors que les canons font des leurs, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Tu te souviens de Pelleteuse en folie? Tout à fait. On a essayé la rame, le ski nautique et la varable d'après des vidéos sur YouTube et on a démontré que tout était réalisable. C'est vrai, mais les fans nous ont écrit en disant qu'avec toute l'expérience qu'on a de ces belles pelleteuses, on aurait dû trouver nos propres idées farfelues avant de les mettre en pratique. D'accord, ça me plaît. Et si on faisait quelque chose qui va contre l'entendement? Comme quelque chose de minutieux avec une grosse machine. Tu veux dire des actions si petites qu'il en devient comique de les réaliser avec des grosses machines industrielles? Exactement. J'adore! On va le faire. La dernière fois, les vidéos en ligne de leurs pelleteuses ont été un succès total.
C'est sans doute l'une des choses les plus étranges que j'ai jamais faites. Chaque expérience, reposant sur le pur pouvoir mécanique, a été un succès. La vache! Ça marche! À présent, à la demande de nos fans, C'est parfait! les Mythbusters se lancent dans une autre entreprise. Super. Les défis en apparence impossibles qu'ils se sont lancés Et voilà le fil. doivent être réalisés non avec force et brutalité, mais avec délicatesse et précision. Voyons si ça fonctionne. C'est Jamie qui s'installe aux commandes en premier. Grand-mère a un problème. Elle est âgée maintenant. Et avec l'âge, sa vue n'est plus ce qu'elle était. Elle doit repriser des chaussettes, mais elle ne parvient pas à passer le fil dans le chat de l'aiguille. Mais son petit-fils, Jamie, plein de bonne volonté, va l'aider de la seule façon qu'il connaisse, avec de grosses machines industrielles. Ça pose quelques problèmes. Pour commencer, le bras est tellement lourd qu'une fois en mouvement, il est difficile de l'arrêter. Du moins, avec une telle précision. Stop! Plus près. Le second problème vient des commandes elles-mêmes, qui ne sont pas d'une précision suffisante. Le godet n'arrête pas de bouger. Est-ce qu'on peut vraiment accomplir toutes ces petites tâches délicates? On n'en sait rien. Mais après quelques minutes de communication intense Encore? Ouais, encore un peu. et la persévérance légendaire des Mythbusters, le « on n'en sait rien » C'était pas loin. devient mission accomplie. Stop! On est peut-être dedans. Ouais! Le fil est passé! Super! Tire dessus! Vous le croyez pas? Regardez ça. Voici un fil passé dans le chat d'une aiguille à l'aide d'une pelleteuse. Bien joué, grand-mère. Maintenant, tu peux continuer à repriser mes chaussettes. C'était James Heinemann. À l'aide d'une pelleteuse hydraulique de 17 tonnes, Jamie a passé un fil dans le chat d'une aiguille avec une précision chirurgicale. Adam peut-il maintenant faire quelque chose d'encore plus impressionnant? Je vous explique ce qui va se passer. Je vais tenter de verser ce verre de vin de cette bouteille dans ce verre à l'aide de cette pelleteuse. J'ai un système d'attache sur le godet de la pelleteuse qui devrait me permettre, avec l'aide de Jamie, de soulever cette bouteille de vin et de l'incliner. Lorsqu'elle sera à peu près au-dessus du verre, je vais utiliser un pistolet de paintball et ôter le bouchon de la bouteille d'un tir dans l'espoir de faire couler le vin dans le verre. Si tout se passe bien, on boira un coup pour fêter ça. Une fois de plus, c'est le ballet des pelleteuses pour les Mythbusters. Je suis bien aligné? Un cheveu vers l'arrière. C'est à Jamie cette fois de guider le bras mécanique d'Adam vers la bouteille. C'est bien engagé. Ouais, c'est bon. Super! C'est parti! On soulève la bouteille de vin. Avec toute la dextérité d'un expert en pelleteuse, Adam se positionne en un instant, prêt à verser le vin. C'est le moment de faire sauter le bouchon. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un pistolet de paintball. La sécurité est désactivée, c'est parti pour le débouchage. Touché. C'est comme ça qu'on sert du vin. C'est parfait. Ça a un goût de peinture et de victoire. Perchée en équilibre précaire sur une falaise de 90 mètres, la limousine est en place pour son dernier voyage. On va les laisser la stabiliser un instant. L'outarde de 18 kilos la fera-t-elle basculer? C'est parti dans 3, 2, 1... Malgré le vent, l'oiseau a bien atterri. Mais la voiture n'a pas bougé d'un pouce. Je croyais que ça fonctionnerait. On a l'avantage du levier, un oiseau très lourd et le vent se déchaîne. Je n'en reviens pas qu'elle n'ait pas basculé. Bon, il nous faut plus d'oiseaux. Très bien, j'ai justement ce qu'il nous faut. C'est le moment pour Grant d'amener du renfort. Voici le porte-oiseau. Il contient 40 dindes, chacune pesant environ 11 kilos. Ces cordes individuelles nous permettent de faire tomber rapidement chaque oiseau, un par un, pour voir combien de dindes sont nécessaires pour faire basculer la limousine. Vous êtes prêts pour le lâcher de dinde? Allez, feu à volonté. Une par une, les dindes tombent lourdement sur l'avant du capot de la limousine. Elle a détruit le pare-brise.
Et comme la dernière fois, 7, 8, 9, 10. Oups. 10. le nombre d'oiseaux que la voiture peut supporter surprend tout le monde. C'est incroyable que la voiture puisse recevoir un tel poids. En pratique, il faudra plus de 200 kilos de volaille pour que la limousine commence à bouger. Regarde les roues arrière! Elle touche plus le sol! 24. Je crois qu'elle est sur le point de tomber! Une de plus! Une de plus! 26. Enfin, la limousine bascule. Dindes. C'était génial! Génial, c'est certain. Mais une outarde Cory et 26 dindes, ce qui fait un poids total de près de 320 kilos, signifie que le mythe s'est avéré bidon. Non pas une fois, mais à 2 reprises. Quoi qu'on en dise, c'est impossible. Pour commencer, il est très difficile d'être en équilibre parfait sur le tranchant d'une falaise. Même lorsque vous êtes en équilibre, un oiseau ne suffira pas à vous faire basculer, ni 2, ni 3, ni 5 oiseaux. Il en faut une grande quantité. Et même avec une limousine très longue, 26 dindes ont été nécessaires pour la faire basculer en bas de la falaise. Ce mythe est bidon. Avec des incendies naturels et des chutes de pression, Il est capricieux. la première mission du chauffe-eau a été un échec. Un arc-en-ciel! Mais une fois le coupable remplacé, qui a manqué à son devoir de chauffer l'eau, On est prêt, tout est en place. l'équipe est presque prête pour la seconde tentative. Je nous vois bien dans l'ancien temps à vendre notre canon. Voici l'arme ultime. Si vous avez une journée complète pour l'installer, que vos ennemis restent sur place au moins 6 heures et que vous acceptez de passer la journée à le recharger, vous allez les anéantir. Heureusement, ce n'est pas de son efficacité qu'il est question, mais de sa puissance. Tous les éléments sont en place et il commence à chauffer. On va se mettre à l'abri? Je crois que c'est le moment. C'est la seconde fois qu'on tente de faire sauter le chauffe-eau à l'intérieur du caisson étanche. Avec un peu de chance, les résultats seront plus spectaculaires que la première fois. J'espère que ça va marcher. La 3e fois est toujours la bonne. Mais ce n'est que la 2e fois pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvenez-vous que si le canon se déclenche, 13,5 bars. ils compareront la destruction encourue 14 bars. avec le test référent du canon de la guerre de sécession. Le voilà. Et pour s'assurer que la comparaison soit précise, la distance entre le canon et les parpaings est identique, 8 mètres. La pression croît très rapidement à présent. On voit une progression d'environ 1/10 de bar toutes les 6 secondes. C'est rapide. Cette fois, pas de combustion spontanée 19 bars. ou d'étranges chutes de pression. Presque 20. On est prêt à lâcher les gaz. 20 bars. 20 bars? Ouais. 21. 22. Boum! Ça a fait un de ces bruits. Boum! Et puis il y a eu un jet d'eau. C'était à la fois de l'eau et du bruit. Le canon s'est enfin réveillé. Mais quelle est l'étendue des dégâts supposés si importants? On dirait qu'il n'est pas allé plus loin que la première palette. Je crois que le boulet est là. Où? Où il est? Le voilà. C'était très agréable. Je suis un peu triste qu'il ne soit pas allé plus loin, mais il est quand même allé assez loin. Assez loin convient bien. S'il est vrai que le canon à vapeur a une puissance destructrice moins grande que celle du canon à poudre, les dégâts sont considérables. Cela prouve que c'est un bon canon. Il n'est pas pratique. Il est difficile de transporter un canon de 12 mètres et d'attendre pendant 2 heures qu'il se mette en marche, mais il est assez dangereux. C'est un vrai canon. C'était un boulet de canon tiré par le canon lui-même. Il a bien fait son travail de boulet, je crois qu'on a la preuve qu'on voulait. Je crois qu'on peut dire mission accomplie. Très bien. Allez, on s'en va. Faut qu'on trouve d'autres idées avec des chauffe-eau. Ouais. J'adore les chauffe-eau.